Ça fait à peu près 3 ans que je travaille avec la Société intégrative d'oncologie. C'est une société qui est basée aux États-Unis, mais qui est internationale. Elle regroupe les plus grands centres d'oncologie, comme le MD Anderson, le Memorial Sloan Kettering. Moi, j'ai aucun conflit d'intérêt là-dedans. Puis, il faut que je vous parle, au fait, de comment je suis rendu là. Parce que la plupart des gens me demandent comment est-ce qu'un médecin qui est élevé de manière logique et cartésienne en est arrivé à l'oncologie intégrative. Étais-tu tombé sur la tête? As-tu un ACV? Puis, la vérité, c'est que c'est pas ces affaires-là, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Le plus important événement, c'est qu'un de mes bons amis a été atteint de cancer à l'âge de 27 ans. Il avait une tumeur cérébrale incurable. Il avait donné un pronostic de 7 ans. Et là, à ce moment-là, moi, je commençais à travailler. Puis, je l'ai accompagné là-dedans. Puis, pour la première fois de ma vie, j'ai vu c'était quoi la maladie du point de vue d'un patient, quand on est assis de l'autre côté du bureau. J'ai vu ce qui se passait après, quand on sort du bureau du médecin, et la détresse qu'on peut ressentir, et pire que ça, l'aventure sur l'Internet que les patients peuvent avoir. Il a commencé à aller sur Internet, il m'a demandé tous les jours, il m'a demandé des questions sur qu'est-ce que tu penses de tel produit ou tel produit, parce que bien sûr, il est jeune, il n'accepte pas le fait qu'il y a une tumeur incurable et il n'y a rien qu'il peut faire. Et à ce moment-là, moi, je ne croyais pas du tout à ça. Je me suis mis à investiguer et je me suis embarqué dans toute une aventure. Parce que moi, ce que j'essaie de faire surtout, c'était essayer de l'aiguiller pour qu'il évite les produits les plus nuisibles. Bon, faisons un topo sur l'oncologie. Un peu comme Dr. Beliveau disait, il y a eu beaucoup d'événements. C'est mieux. Il y a eu beaucoup d'évolutions en oncologie depuis les derniers 100 ans. Une des premières erreurs qu'on a faites, c'était de penser que c'était une maladie aiguë, c'est-à-dire qu'on trouvait une cause, puis on trouverait une cure. On a fait donc plusieurs erreurs. Au début, on pensait que c'était une maladie psychosomatique il y a 100 ans, puis là, ça faisait en sorte que les gens, en fait, dans ce temps-là, il n'y avait pas de traitement vraiment qui existait. Ça pouvait créer une certaine culpabilité chez les gens ou une pression d'être positif. Après ça, on a découvert l'ADN, puis on s'est dit, ah ben là, ça doit être l'ADN, c'est une maladie uniquement génétique. Puis ça avait aussi d'autres répercussions, comme par exemple, dès qu'il y avait quelqu'un qui était diagnostiqué avec un cancer dans la famille, ben, tout le monde pensait qu'il avait le cancer. Ou les gens trouvaient qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire, ils se trouvaient un peu passifs devant leur destin génétique. Puis il y en a qui pouvaient se laisser abattre. Donc heureusement, les choses ont évolué. On a découvert plein d'autres facteurs de risque au cancer, le tabagisme, bref, on en a parlé tantôt. Donc, maintenant, la façon qu'on le voit, c'est que la génétique, c'est une graine qui peut germer en une plante qui s'appelle le cancer, mais selon plein d'autres facteurs. Donc, c'est une équation multifactorielle. Quoi d'autre qui a changé? Bien, les traitements ont changé énormément. Au début, lorsque j'ai commencé à travailler en radio-oncologie, on traitait encore avec des machines de cobalt, des machines en 2 dimensions, comme vous voyez ici. Non, je reviens. Bon, l'affaire laser, je ne l'ai pas. Mais bref, l'affaire de... La machine que vous voyez là, c'était en 2 dimensions. Eh bien, éventuellement, on a pu traiter en 3 dimensions, puis maintenant, on traite en 4 dimensions. Donc, en 4 dimensions, ma surspécialisation, c'est en radiochirurgie. C'est un appareil que vous voyez ici, qu'on peut traiter. On peut maintenant donner la dose de manière très, très localisée. Et en plus, on peut suivre la tumeur dans un temps réel. Donc, on traite aussi en fonction du temps. Et en faisant ça, on réduit les effets secondaires énormément et on peut vraiment maximiser la dose à la tumeur. Ça fait en sorte qu'on est capable de faire disparaître des tumeurs maintenant de manière spectaculaire, des tumeurs qu'auparavant, on ne pensait même pas qu'on pouvait faire. Les patients vivent donc de plus en plus longtemps parce que les traitements se sont améliorés. Leur quantité de vie s'est améliorée, mais il y a des enjeux de qualité de vie qui sont encore améliorés. Puis la qualité de vie, ça veut dire quoi? C'est très large, la qualité de vie. Quand on parle de la santé, ce n'est pas uniquement la santé physique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un équilibre des sphères biologiques, psychologiques et sociales. C'est tout ça en même temps. Puis la qualité de vie peut être atteinte à tous ces niveaux-là. Autant au niveau physique, on peut avoir ça dépend vraiment du type de cancer puis qu'est-ce qui a été traité, mais il y a des répercussions à long terme, des lymphœdèmes, des xérostomies. Il y a quelque chose? Comme ça? Bon.
Fait que je disais que la qualité de vie, ouais. Au niveau psychologique, il peut y avoir des répercussions importantes. De détresse, un isolement social qui peut être là aussi. Ça peut briser des couples. Il y a des détresses financières qui peuvent être, je pense Audrey l'a dit tantôt. C'est donc une maladie chronique. Les gens doivent vivre avec cette maladie. Et beaucoup se retrouvent dans un état de désespoir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font exactement comme mon ami a fait. Ils vont fouiller sur Internet. Les choses qu'on peut trouver sur Internet, même moi, j'ai de la misère des fois. Puis là, je me demande des fois comment quelqu'un qui n'a aucune éducation, qui n'a pas vraiment de base scientifique ou médicale, peut faire un tri là-dedans, puis peut... Parce que, au fait, c'est facile de se faire embarquer dans n'importe quoi. Les produits naturels, toutes les techniques non conventionnelles sont de plus en plus en utilisation. Puis ça, c'est un PDG d'entreprise qui est arrivé avec une boîte comme ça, pleine de médicaments naturels, puis il ne s'est pas demandé qu'est-ce qu'il pourrait couper, il s'est demandé qu'est-ce qu'il pourrait prendre de plus. 80% des patients utilisent des produits non conventionnels, au fait des méthodes non conventionnelles. C'est vraiment très large. C'est tout ce qui n'est pas radiothérapie, chimiothérapie puis chirurgie. Le problème, c'est que la moitié n'en parle pas aux médecins. Ils n'en parlent pas pour quelle raison? Bien, probablement parce qu'ils pensent qu'on va les décourager, ou peut-être parce qu'ils pensent que les médecins sont fermés à l'idée. Ça se peut. Mais il reste qu'il y a un bris de la relation thérapeutique entre le médecin et le patient. Et beaucoup de ces produits-là peuvent être nuisibles. Ce n'est pas parce que quelque chose est naturel que ça ne peut pas être nuisible. Comme par exemple les suppléments de bêta-carotène avec les cancers du poumon. Ça a été démontré que ça augmente la mortalité. Des antioxydants pour le cancer de la tête écoule, ORL, pareil. La vitamine E pour le cancer de la prostate, encore pareil. C'est sûr que quand on expose les effets secondaires, les gens vont dire « OK, je vais voir c'est quoi mes autres options. J'ai entendu parler de ma grand-mère qui a été traitée à 40 ans, puis elle a eu de la chimiothérapie, puis elle est morte pareil. Fait que moi, je vais y penser. » Oui, mais il y a 40 ans, puis aujourd'hui, c'est pas pareil, hein? Puis les effets secondaires ont changé. Mais c'est sûr que les gens, souvent, ils ont peur, OK? Mais le problème, c'est que c'est quand il y en a qui abandonnent complètement les traitements, qui s'en vont directement voir des charlatans. Puis ça existe, des charlatans, des gens qui leur promettent des cures. Ils doivent hypothéquer leur maison une deuxième fois pour aller chercher de l'argent pour pouvoir payer ces gens-là. Il y en a qui s'en vont parce qu'ils ont l'impression de perdre le contrôle dans le système conventionnel. Il y en a qui ont l'impression au fait, ils sont influencés par leur milieu social ou ils ont d'autres croyances. Puis il y en a qui m'arrivent des fois qui disent « Moi, je ne veux rien savoir de tes traitements. » Je dis « OK, qu'est-ce que tu vas faire? » Il dit « Moi, je vais m'en aller voir faire des méthodes naturelles. » Je dis « OK, je ne peux pas te forcer à avoir le traitement, mais ce que je peux faire, c'est que je vais te refaire tes tests dans un mois, reviens me voir. » Puis là, à ce moment-là, ils reviennent me voir, je leur fais leurs tests, je leur montre que la maladie a évolué, puis à ce moment-là, ils peuvent changer d'idée. Puis les études montrent qu'effectivement, il y a une progression. Ces méthodes naturelles, à elles seules, ne marchent pas. Quoi dire de la détresse que les patients peuvent ressentir? Bien, c'est quand même assez commun qu'il y a un bouleversement important, des crises existentielles qui peuvent arriver suite au diagnostic. Comme j'ai dit, des fois, c'est des bris au niveau du couple, des difficultés financières. Puis, maintenant, ça commence à développer. Il y a beaucoup de recherches qui font dans ce niveau-là. Puis, au fait, toutes ces perturbations-là, ça produit des hormones dans le corps. Okay? Il y a de l'adrénaline qui est produite, il y a de l'épinéphrine qui est produite. Mais des stress de courte durée, ça peut être extrêmement bénéfique pour le corps. Le problème, c'est quand le stress dure des années, quand c'est un stress chronique. Alors, un stress chronique qui dure des années peut amener des modifications dans le corps de manière importante et aussi dans les tumeurs et dans les micro-environnements de la tumeur, comme on le voit. Il peut y avoir une diminution du système immunitaire à long terme avec des stress chroniques, une augmentation de l'inflammation dans le corps. Tout ça peut fueler les cellules cancéreuses. Les virus peuvent se multiplier plus rapidement, les virus qui sont responsables, en fait, qui sont en lien avec l'oncogénèse, même qu'il peut y avoir une prolifération des vaisseaux sanguins de manière plus importante au niveau de la tumeur. Fait que tout ça peut faire en sorte que, oui, il y a un changement au niveau de la qualité de vie avec le stress chronique, mais il y a un risque, peut-être théorique, peut-être même pratique, parce que moi, au niveau de ma clinique, je le vois aussi, là,
qu'il peut y avoir aussi une progression et donc ça peut être nuisible. Le stress chronique peut être nuisible. Puis, il y a aussi des changements au niveau de l'ADN avec le stress chronique. Tout ça pour dire comme quoi on ne peut pas négliger la qualité de vie chez les patients atteints de cancer. On est maintenant dans un courant important qui est le courant des patients partenaires. Je trouve ça splendide au fait que les patients peuvent aussi participer à leur rétablissement. Ils veulent être partenaires dans leurs soins. Ils veulent créer une alliance avec le médecin. Et en anglais, on appelle ça le empowerment. Si on définit l'oncologie intégrative selon le consortium, c'est une science puis une philosophie en même temps. C'est une science parce qu'on s'appuie encore sur des faits scientifiques, sur des recherches scientifiques. C'est une philosophie parce qu'on réaffirme l'importance du médecin et du patient. Ils doivent être partenaires ensemble. La personne, ce n'est pas uniquement une entité biologique, c'est une entité biopsychosociale. C'est une personne à part entière avec plein de volets. Et on fait, selon l'oncologie intégrative, il n'y a pas de raison de dire qu'un produit pharmaceutique en fait, un produit naturel n'est pas bon s'il a été étudié puis démontré dans une étude. Donc, on ne fait pas vraiment de différence. On fait juste dire comme quoi, si c'est prouvé scientifiquement que ça peut être utilisé de manière sécuritaire avec des traitements conventionnels, à ce moment-là, on peut l'utiliser au même titre qu'un produit pharmacologique. Donc, on traite la tumeur avec des traitements de radiothérapie, de chimiothérapie, de chirurgie, et en même temps, on soigne la personne qui doit vivre avec le cancer, avec cette maladie chronique. Puis au niveau de l'alliance entre le médecin et le patient, maintenant, il y a beaucoup de preuves qui sont en train de se faire. Il y a des nouvelles échelles qui se font pour montrer qu'effectivement, on peut améliorer l'adhérence des patients lorsqu'ils sentent qu'ils ont une bonne relation, puis ça augmente aussi leur qualité de vie. En fait, c'est pas surprenant. Moi, si je vais voir un médecin et puis je ne fais pas confiance, c'est pas sûr que je vais continuer. Hein? C'est important de faire confiance à son médecin. Ça, c'est une étude clé qui est apparue il y a quelques années. C'est une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Ils ont pris 2 groupes de patients qui avaient des cancers du poumon, qui étaient en fin de vie. Ils les ont divisés en 2 groupes. Puis un groupe, on leur a donné juste la chimiothérapie ou le traitement de médico-curatif qu'on appelle. Puis l'autre groupe, on a fait la même affaire, mais on a décidé de commencer des traitements de soutien ou des traitements de support plus tôt pour leur qualité de vie. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que les gens avec qui, le deuxième groupe, les gens avec qui on a commencé des traitements de soutien plus tôt, ils ont vécu plus longtemps. Ils ont vécu 12 mois par rapport à 9 mois dans l'autre groupe, et même qui ont eu besoin de moins de chimiothérapie. Donc tout ça, ça veut dire comme quoi le corps a aussi des ressources qu'on doit maintenir. Il y a des ressources naturelles qui peuvent l'aider lui aussi à combattre ou à se préserver, où il y a des cellules immunitaires qu'on doit aussi garder. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre les traitements puis la préservation de la qualité de vie. Puis la notion d'oncologie intégrative, au fait, c'est rien de nouveau. Hein? Est-ce que vous reconnaissez la personne qui est sur cette photo? Non, c'est pas Patch Adams. C'est Farber, exactement. C'est Dr. Sidney Farber. Il est considéré comme le père de la chimiothérapie moderne, celui qui a découvert le méthotrexate dans les années 40. À ce moment-là, lui, il parlait de soins complets. Il disait que oui, pour vraiment prolonger la vie d'un patient, il faut non seulement donner les meilleurs traitements possibles qui existent, mais aussi il faut prendre en soin la qualité de vie, le bien-être du patient, de sa famille, les difficultés financières, les socio-économiques. Bref, il faut regarder tout au complet. Il appelait ça « total care » à ce moment-là. S'il y a une chose qui serait importante à retenir, OK, parce qu'en fait, ça fait des années que je donne cette conférence aux médecins, puis je réalise qu'il y a un élément qui porte beaucoup à confusion. C'est quoi la différence entre un traitement complémentaire et un traitement alternatif? Un traitement alternatif, selon le lexique de la médecine intégrative, c'est un traitement qui n'a pas encore été étudié ou prouvé scientifiquement et qui pourrait même être potentiellement nuisible. Un traitement complémentaire, c'est quelque chose qui a été étudié, un traitement étudié, et donc on peut utiliser de manière complémentaire avec le traitement. C'est important de faire cette distinction.
En contraste avec l'oncologie classique, l'oncologie intégrative donne des traitements de radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie, et en plus jumelle les traitements complémentaires pour potentialiser les traitements médicaux, réduire les effets secondaires des traitements, soigner la personne, augmenter la qualité de vie. Maintenant, parmi les traitements complémentaires, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr que la recherche est encore à ses débuts et il y en a de plus en plus qui vont apparaître. Okay? Mais moi, mon dada, ça a toujours été les outils corps-esprit, comme la relaxation, la méditation, le yoga, la visualisation, l'hypnose. Ça fait des années qu'ils ont été validés. Il y a des méta-analyses qui ont montré que ces outils sont extrêmement bénéfiques, comportent pas d'effets secondaires, au fait. Il y a très peu de contre-indications à faire de la méditation, puis à la visualisation, puis de l'hypnose. Bien, il amène un avantage important. Il diminue les effets secondaires, les nausées, les douleurs. Les patients, ils se sentent beaucoup mieux, ils dorment mieux, ils sont capables de reproduire ces techniques-là à la maison. La situation familiale même peut s'améliorer. Il y a une diminution des hormones de stress, il y a une diminution de l'inflammation, puis une augmentation de l'immunité. Pas mal hein, pour des méthodes qui n'ont pas d'effets secondaires. L'autre chose qui est importante à distinguer, c'est que la pensée positive là, puis la pleine conscience, c'est pas du tout la même affaire. C'est important de dire ça, parce que les gens, souvent, ils portent ça à confusion. Il y a beaucoup de gens qui peuvent prétendre être positifs, au fait, puis réprimer leurs émotions, puis faire semblant. C'est pas du tout ça, la pleine conscience. La pleine conscience, là, c'est un état où on fait un vide mental, on arrête le hamster qui tourne dans notre tête, puis on est vraiment à l'écoute de nos besoins, les besoins de notre corps. Et ça, c'est la méditation, puis le mindfulness qu'on appelle, ou la pleine conscience, est quelque chose qui est maintenant en explosion. On en parle partout. Il y a même des études qui montrent que c'est supérieur à d'autres types de thérapies psychologiques. Le consortium des facultés, des centres académiques de médecine intégrative regroupe maintenant 60 facultés de médecine en Amérique du Nord. Comme vous pouvez le remarquer, le nord-est de l'Amérique du Nord, on est quasiment les derniers à embarquer là-dedans. Ça a commencé un peu à la côte ouest américaine, puis ça s'en est venu un peu lentement ici, puis ça regroupe des grands centres là, vraiment importants. Puis la Société intégrative d'oncologie est là pour l'éducation des patients et des médecins. Il y a eu des guidelines qui sont publiées. Je vous invite à aller regarder sur ce site-là, integrativeonc.org, si vous voulez plus d'informations sur les types de thérapies qui peuvent être faites. Il y a aussi, l'année dernière, au fait cette année, on a sorti des guidelines uniquement pour les patients atteints de cancer du sein. On conseille le yoga, le massage, la musicothérapie. Le volet intégratif, au fait, la médecine intégrative a un volet de prévention aussi, un peu comme Dr. Béliveau nous a mentionné tantôt. On est dans un changement, on est dans un nouveau courant. La pleine conscience maintenant est même encouragée chez les médecins parce que ça permet de mieux soigner. Ça permet d'être beaucoup plus en connexion avec le patient, de pouvoir faire moins d'erreurs médicales. Moi, je l'utilise au fait à tous les jours. Puis depuis que j'ai commencé à faire, de méditer puis à utiliser la pleine conscience, je peux vous dire que ma relation avec mes patients s'est aussi améliorée. Ça, c'est une photo de mon ami, 10 ans plus tard. Il est toujours en forme. Il fait du sport. Il est rendu plus spirituel. Ça a amené beaucoup de changements. Puis, ouais. C'était vraiment une belle aventure.